Bonsoir messieurs, nous sommes en direct sur Tribune Libre. J'espère que la technique ne va pas nous lâcher. Bienvenue Jacob Cohen et Lazare Groen, tous Bonsoir. les deux. Bonsoir. Bonjour, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Ah, je suis vraiment ravie de vous entendre à nouveau sur Tribune Libre. J'ai envie de vous présenter comme deux intellectuels. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Dites-moi tout. Moi, ça me va. Enfin, Ouais. Et Lazare, il hésite. sans, Non, fausse, non, sans fausse voilà, c'est ça. modestie, je me considère comme tel. Ouais. Et Lazare? Oui, probablement, en tout cas, cherchant. Cherchant qui cherche ou cherchant qui trouve? Cherchant qui cherche et qui s'efforce de trouver peu à peu, perle à perle. Perle après perle, magnifique comme image. Je vous reçois parce que je sais qu'aujourd'hui, vous êtes tous les deux très inquiets pour l'état de notre République. Vous êtes comme deux médecins au chevet de cette grande mourante. Je ne sais pas, vous parlez d'agonie parfois. Lazare, qu'est-ce que vous en dites avant de passer la parole à Jacob, puisque vous vouliez un peu d'abord savoir ce qui se passe à l'Assemblée actuellement, vous interroge et ça vous intrigue et vous vous demandez même sur quoi ça va déboucher. Oh, Oui, surprise. parce qu'on a pu constater qu'on se retrouvait dans une tripolarisation du débat et que une assemblée structurée autour de trois pôles comme ça aura les plus grandes difficultés à se mettre d'accord. Et donc, ça met en échec le régime parlementaire et ça fait dysfonctionner le système dans son ensemble. Donc, on voit bien que, et c'est pour ça que je faisais référence à Charles de Gaulle tout à l'heure, quand il mettait en garde sur la République des partis, je pense qu'il avait particulièrement raison et on est en train aujourd'hui d'assister à ce problème de la République des partis. Les partis sclérosent la vie politique? Disons que certains de leurs objectifs ne sont pas nécessairement toujours, alors je ne dis pas que mais c'est pas systématique bien entendu, mais ce n'est pas toujours aligné avec le bien de la nation. Ça veut dire que parfois il y a des impératifs stratégiques des partis politiques qui vont les amener à faire des choses ou à prendre des positions qui, même si elles ne vont pas nécessairement dans le sens des intérêts de la nation, iront probablement dans le sens de leurs intérêts pour prendre le pouvoir. Et souvent, ils se rassurent en se disant qu'ils font ça parce qu'une fois qu'ils auront le pouvoir, ils feront mieux que leurs prédécesseurs et que donc ça se justifie. Voilà. Je trouve ça un peu hasardeux, on va dire. Voilà. Hasardeux, puis souvent, une fois qu'ils sont au pouvoir, vous êtes assez déçus. Oui, parce que la question de fond, qu'on abordera probablement un peu plus en détail tout à l'heure, c'est de savoir, quand on confie sa voiture à un mécanicien, on n'a pas besoin qu'il soit séduisant, sympa, agréable ou qu'il soit un bon rhéteur, qui s'exprime bien. On a besoin que le mécanicien sache réparer la voiture et qu'il comprenne la mécanique du moteur. De la même façon, quand on confie les commandes de la gouvernance à des individus, on s'attend à ce que, non pas séducteur ou beau-parleur, mais qui soit surtout compétent pour agir et pour infléchir des phénomènes qui peuvent être nuisibles. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas, puisque on a une dette publique qui est abyssale et qui n'a jamais cessé d'évoluer vers le pire. Et on a également un solde commercial qui est désormais structurellement déficitaire. Je m'arrête là-dessus parce que ce sont deux points qui sont très importants pour la santé financière d'un pays. Et quand le gâteau est plus petit, on a beau couper des parts et prendre à d'autres, et comme on est en train d'en parler aujourd'hui, il faut taxer les plus riches, il faut taxer ceux-là, il faut prendre à eux, il faut prendre dans les retraites, dans l'épargne, j'ai entendu récemment. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas justement créer plus de ressources, plus de richesses, en remettant en route une machine à exporter? Voilà, il y a un sujet de fond. On ne peut pas être une société basée principalement sur le secteur tertiaire et se demander pourquoi on importe autant et pourquoi on a des difficultés structurelles et économiques et financières. Et pour finir, vous, si vous étiez au pouvoir, vous réindustrialiseriez? Oui, je ferais ça en priorité même. Et de manière massive. Le problème auquel on est confronté quand on parle de ça, c'est qu'on est enchaîné avec l'Europe et qu'on ne peut pas. Vous n'avez pas la marge de manœuvre pour faire un plan d'industrialisation. Et comme il n'y a plus d'argent, il faudrait de toute façon s'endetter pour le faire.
Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous voulez réindustrialiser massivement dans un grand plan pour avoir, sur des industries modernes, hein, je ne parle pas de repartir aux mines à charbon, mais il faut réindustrialiser massivement sur les nouvelles technologies notamment, parce que vous regardez bien hein, combien de téléphones portables sont fabriqués par des entreprises françaises, combien d'écrans sont fabriqués par des entreprises françaises et combien sont vendus dans le monde tous les jours. C'est des indicateurs qui ne doivent pas tromper, il faut faire attention. On ne peut pas se laisser distancer dans un pays et se demander après pourquoi on est plus pauvre, pourquoi on s'en sort moins bien. C'est basique en fait. Et hors antenne, vous étiez curieux de savoir ce que Jacob Cohen pense de ce cirque qui a lieu actuellement à l'Assemblée nationale. Oui. Jacob, on a envie d'en savoir plus, surtout avec votre optimisme légendaire. Alors, bon, je vais vous donner mon point de vue. Moi, à la limite, je me régale. Je suis désolé, mais je me régale. Voilà. Pourquoi je me régale? Parce que l'humain, non seulement il est con, mais non seulement il s'enfonce, mais il creuse. Prenons, vous savez, les solutions, on les connaît. Enfin, je veux dire, ça fait 50 ans, 100 ans, on les connaît, les solutions, l'industrialisation. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'il y a une caste qui a été installée par des pouvoirs occultes et qui mène le pays dans une direction donnée. Et cela date des années 80. Donc, on le sait, ça date des années 83 même. C'est-à-dire les privatisations, la désindexation des retraites et des salaires. Je vais juste vous donner un exemple. Un prof, en 83, débutant, gagnait 2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2. On pourrait multiplier les exemples comme ça, mais les services publics, tout a commencé en 1983. Le drame, c'est quoi? Le drame, c'est qu'on a affaire à un peuple en tant qu'acteur politique. En tant qu'acteur politique, je ne vise pas les Français. Les Français, en tant que tels, ils sont bien, ils sont travailleurs, ils sont charmants, ils ont de l'humour, etc. Bon. Mais en tant que peuple, quand il met un bulletin de vote, le peuple français devient bête, lâche, pusillanime, velléitaire, et il a la trouille. Voilà. Et il a une mentalité d'esclave. Voilà. Donc, en fait, on a beau lui expliquer, il le sait d'ailleurs. Prenez n'importe quel Français moyen, vous lui dites la gauche, la droite, il vous dira, bon, ils sont tous pareils, etc. Mais incapable, au moment décisif de voter, de dire, allez, je vais dégager. Vous savez combien de fois je rêvais? Imaginez juste la scène. Imaginez la scène. OK, un président ne peut pas choisir qui on veut. Pourquoi? Parce que le système a mis la barre très haut. Il faut avoir 500 signatures. Donc, en fait, il y a 5 ou 6 candidats qui sont adoubés par le système. Donc, il ne peut pas y avoir de type qui va s'infiltrer, etc. Très bien. Mais imaginez les députés. Vous arrivez devant le peuple. Le peuple, qui met en 1 ou 2? Il met ou du Parti socialiste, ou communiste, ou PR, etc. Moi, je rêve un soir d'élection où on dira Darmanin, il est arrivé en 5e position, par exemple. Faure est arrivé en 4e position. Et là, j'imagine la tête dans les télévisions, tous ces grands noms, mais pourquoi le peuple ne leur donne pas une bonne leçon? C'est ça le drame. Enfin, pour moi, le fond du problème est là. C'est-à-dire que, vous savez, à chaque fois, on lui joue la comédie. Et c'est une comédie. Tous les partis aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu la chronique de Florian Philippot. Il disait que tous les partis ont accepté le principe de la vaccination obligatoire. Tous les partis. Ils mangent tous à la même écuelle. Voilà. Ils partagent tous les mêmes avantages. Ils ont des avantages colossaux. Une fois que tu arrives député, la vie est belle, quel que soit ton bord, etc. Le problème, c'est que j'ai beau... Vous savez, il y a Octave Mirbeau. C'est dommage que on devrait enseigner Octave Mirbeau aux lycéens et aux hommes politiques, enfin, pas au peuple. En 1870, il disait déjà tout ça. Bon, donc c'est pas, moi j'invente rien. Et pourquoi ça me fait rigoler tout ça? Parce que la comédie continue. Et donc le peuple marche.
Et il marchera en 2027. Il va être content, il va se dire, oh là là, je me suis débarrassé de Macron. Ah, ouf, ah, quel soulagement. Vivement Édouard Philippe, vivement Darmanin, vivement Gabriel Attal. Et on va retomber dans le même truc. Et c'est sans fin. Le problème, c'est que c'est sans fin. Voilà. C'est ça Donc, pour moi, c'est un théâtre. Malheureusement, c'est un théâtre qui a des conséquences terribles pour le pays, pour les gens, etc. Mais c'est comme une fatalité. Je veux dire, c'est pas. Voilà, moi, c'est pour ça que j'assiste à tout ça et je me dis, bon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Regardez, par exemple, on parle de milliards. Bon, on cherche, on va écraser encore les gens. Avez-vous entendu un seul député monter à la tribune et dire c'est une de gauche ou de droite, je m'en fiche. Dire c'est un scandale d'envoyer 20 milliards à l'Ukraine, 20 milliards à un régime pourri, corrompu, etc. Alors qu'avec 20 milliards, on aurait pu faire ceci, cela, etc. La justice, les écoles, et tout. Aucun ne l'a fait. Ça veut dire qu'ils sont complices. Voilà. Et les gens marchent. On va leur monter tout un baratin pour 2027. On va leur dire ah oui, je suis là, je suis là. Donc voilà ma position. Moi, je suis un spectateur un peu cynique, revenu de tout. Et donc, j'aimerais juste. Enfin, de toutes les façons, ce que je dis, et je sais que ce que je dis ne servira à rien. Donc, aucune illusion. Non, non, je ne me fais aucune illusion. Il y a des gens qui vont dire, ils vont entendre, bon, il y aura peut-être quelques centaines qui diront, ah, oui, oui, d'accord, mais le reste de la population, les autres, ceux qui vont rentrer ce soir, ils vont mettre la télé ou n'importe quoi d'autre, etc. Et ils vont continuer. Donc, en fait, pour moi, c'est pratiquement sans espoir. Voilà. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Lazare, il faut qu'on ait un accident industriel pour que le peuple change de comportement. Un accident systémique. C'est-à-dire que c'est d'abord, on est dans un système qui est dysfonctionnel et structurellement dysfonctionnel et maintenant défaillant, et il est à deux doigts du shutdown en réalité. Et je pense effectivement, et je rejoins Jacob là-dessus, la solution ne viendra pas du peuple, mais viendra probablement de l'effondrement de ce modèle qui est en fin de vie vraiment. C'est-à-dire que ça tient aujourd'hui, pardon de le dire comme ça, mais aujourd'hui c'est la peinture qui tient les murs. Tout est artificiel. C'est-à-dire que si on revenait, on est dans une logique d'écart au réel qui est très importante. Et c'est justement, je rejoins Jacob là-dessus, on ne pourra pas continuer à avoir un Parlement qui soit un décor de théâtre. C'est-à-dire qu'il va falloir que les gens arrêtent de regarder aussi, et là je parle du public, il va falloir qu'ils arrêtent de regarder ça comme un spectacle. C'est un des problèmes qu'on va aborder, je pense, c'est que je ne pense pas que 67 ou 68 millions de consommateurs puissent faire une démocratie. Je suis certain que ça fait un marché, mais psychologiquement, un consommateur, c'est le contraire d'un citoyen. Et ça, c'est un critère qui est très important. Tout à l'heure, Jacob, vous disiez, ça a démarré en 83. Du point de vue systémique, je suis d'accord avec ça. Du point de vue psychologique, ça a démarré avec les 30 Glorieuses, le moment où on a fait croire aux gens que c'était la croissance infinie, que tout le monde allait bien vivre, que c'était l'industrie, c'était la nouveauté, le modernisme, et qu'on allait vers un monde de richesse. Ah, oui, Jacob. J'ai vécu les 30 Glorieuses, c'était différent. Pourquoi c'était différent? Parce que, je vais vous donner juste quelques exemples. Il y avait que les CDI. On ne connaissait pas le CDD. On ne connaissait pas les stages. Et des gens, aujourd'hui, j'ai lu, enfin, des années, c'est-à-dire que des gens ont bac plus 5, plus 6, ils sont exploités pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans des stages à 400 € par mois, alors que de mon temps, il n'y avait ni CDD, ni stage. On travaillait et on avait tout de suite un contrat à durée indéterminée. C'était la règle. Voilà. Il n'y avait pas de SDF, sauf les clochards qui avaient choisi cette. Donc, il y avait un système qui devenait insupportable pour les riches. Il n'y a pas eu d'accident industriel. C'est qu'à un moment donné, c'était concomitant avec l'arrivée
de Reagan et de Thatcher au pouvoir en Grande-Bretagne et aux États-Unis et qui ont libéralisé le système financier. C'est-à-dire, vous savez, moi, j'avais lu une nouvelle, par exemple, de Bukowski sur Henry Miller. Bon. Et Henry Miller, l'autre, il disait, ouais, bon, ça va, il gagne je ne sais pas combien, mais l'éditeur qui était avec lui, il lui dit, oui, mais il paie quand même 80% d'impôts. Il fut un temps où ceux qui gagnaient 1 million, 2 millions, etc., des acteurs, des metteurs en scène, des écrivains, payaient 80% d'impôts. On a supprimé cette règle. Aujourd'hui, vous gagnez 100 milliards, vous payez 1 million d'impôts. Et encore, si vraiment vous êtes généreux. Voilà. Donc, en fait, on avait un système qui marchait. Ce n'est pas parce que il y a des fois où le système marche. C'est-à-dire, malgré tout, par exemple, le directeur d'une banque nationalisée, entreprise nationalisée dans les années 60, gagnait 20 à 25 fois le SMIC. Très bien. Bon, après tout, pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est 500 fois, c'est 1000 fois. Donc, en fait, on a changé Et donc, les 30 Glorieuses n'étaient pas une illusion. Moi, je l'ai vécu. Il y avait des gens on pouvait gagner le SMIC, on avait son petit studio, on passait un mois de vacances en Espagne, etc. On bricolait une bagnole, 4L. Il y avait les gens avaient une stabilité, avaient une gaieté, etc. Et donc, il a fallu, dans les années 80, que des financiers qui se disaient, bon, il y en a marre de partager avec le peuple, on va lui prendre. Voilà. Et donc, en fait, mais ça veut dire qu'on pourrait revenir. Bien sûr, il y aura toujours des riches et des pauvres, etc. Mais au moins, on a connu, il peut y avoir, nous l'avons vécu, il y avait en France un système où, quand une femme enceinte voulait accoucher, elle avait une maternité à moins de 10 ou 15 kilomètres, voilà, etc. Bon. Et donc, ce système-là, on l'a connu et la France peut se le permettre. Et parce que des financiers ou je ne sais pas qui ont décidé autrement, ont décidé de ponctionner la richesse pour eux au détriment des salariés, eh ben, on en est là, voilà. Mais pour revenir... Oui, allez, vas-y. Non, mais je voulais juste préciser que moi, je parlais simplement de la psychologie et l'illusion, c'était de faire croire que ça pouvait durer éternellement. C'est pas tellement qu'à ce moment-là, c'était une illusion. Je sais bien qu'à ce moment-là, c'était concret. Il fallait reconstruire. Il y avait en plus beaucoup d'argent qui avait été injecté avec le plan Marshall. Et donc, il y avait ce qu'il fallait pour que l'économie fonctionne. Et l'industrie était en place et fonctionnait. Ce que je dis, c'est que c'est à ce moment-là qu'on a transformé les citoyens français en consommateurs français, petit à petit. Je ne dis pas que ça s'est fait en un claquement de doigts. C'est à ce moment-là que, petit à petit, le système de valeur de l'individu s'est construit autour de combien je possède, quel type de voiture je peux avoir, dans quelle résidence vais-je habiter. Et donc, ce qui déterminait ensuite la place de l'individu dans la société, c'était surtout son pouvoir d'achat, sa richesse. Donc, on a transformé des gens qui étaient censés être concernés par le collectif en des gens qui ne sont plus concernés que par eux-mêmes, leur carriérisme, etc. Quand vous mettez des gens qui sont hyper individualistes, depuis leur plus tendre enfance, on les forme à ça, les consommateurs, à être hyper individualistes. Ce n'est pas un jugement de valeur que je suis en train d'exprimer, hein. Je suis en train de parler des mécanismes simplement. On forme les gens à être hyper individualistes parce qu'ils consomment plus quand ils sont hyper individualistes. Mais ça crée plusieurs problèmes. Déjà, quand ils sont hyper individualistes, il n'y a plus de collectif, vraiment. Il y a juste un échange de surface, de forme. Et ensuite, on se retrouve avec des gens qui vont devenir de plus en plus... ils vont créer un rendement négatif. Ils vont essayer d'obtenir toujours plus que ce qu'ils vont fournir. Et vous pourrez leur mettre ensuite un uniforme, leur faire prêter serment, leur donner un mandat électif. Vous aurez toujours des hyper-individualistes habillés en élus, habillés en magistrats, habillés en ce qu'on voudra. Mais psychologiquement, on n'est plus dans la configuration d'individus concernés par le collectif, on est dans la configuration d'individus concernés par leur parcours, leur pouvoir d'achat, leur carrière personnelle. Ça pose un gros problème quand vous donnez un pouvoir public à des gens qui sont hyper individualistes. Et c'est aujourd'hui, on est en train de le constater. D'ailleurs, vous m'avez envoyé un très bon schéma, j'ai plusieurs diapos à passer, oui. Lazare,
pour détailler justement cette différence entre les comportements micro et macro, qui n'ont absolument rien à voir, quoi, de l'individuel au collectif. Et ce que ça produit. Les comportements micro de plusieurs millions de consommateurs vont produire un marché qui sera probablement performant d'ailleurs et dynamique et pendant un temps peut-être même productif et juteux, mais ça reste un marché, ce n'est pas une démocratie. Et si on veut une démocratie, il faut des individus, des composantes élémentaires qui soient quand même, qui aient des caractéristiques de citoyens. C'est pas utopique ce que je dis, c'est purement psychologique, c'est-à-dire que on peut aussi bien paramétrer la psychologie des gens. D'ailleurs, il suffit de regarder les fictions, les publicités, etc. Elles ont vocation à programmer les individus à être d'une part égocentrés et d'autre part pulsionnels. C'est exactement le contraire de ce que doit être un citoyen qui doit être plus altruiste. Ça ne veut pas dire qu'il doit être que ça, mais il doit l'être quand même par conscience et plus rationnel que pulsionnel. Donc, en fabriquant des êtres qui sont le contraire d'un citoyen, vous ne pouvez pas obtenir une démocratie. C'est un problème là de systémique élémentaire, c'est-à-dire la composante initiale, c'est le principe des gouttes d'huile qui ne vont jamais former un litre d'eau. Des millions de consommateurs formeront jamais une démocratie. On pourra faire toutes les réformes qu'on veut, changer autant de fois de gouvernement, de président. Des millions de consommateurs ne formeront jamais une démocratie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les individus comprennent en profondeur. C'est-à-dire que je rejoins Jacob sur ce qu'il disait tout à l'heure concernant les financiers. J'ajouterai à ça les grands industriels. Ils ont besoin d'avoir des consommateurs. Ils savent qu'un individu qui est individualiste et pulsionnel consomme plus qu'un individu qui ne l'est pas. Donc, ils programment les gens comme ça à travers les fictions, à travers les publicités et à travers le discours mainstream. On programme les individus à être hyper individualistes. On ne peut pas avoir une société qui fonctionne bien avec plusieurs millions d'hyper individualistes. Il faut vraiment comprendre fondamentalement ça, parce que sinon, on va changer 50 000 fois les gens, mais on ne changera pas de modèle, en fait. Et on peut être peut-être plus optimiste que Jacob, qui pense que c'est vraiment dans l'être humain, puisque finalement, il y a quand même des sociétés où de manière culturelle, on formate les gens à penser d'abord collectif avant de penser individuel. Je pense à certains pays asiatiques, par exemple. Par exemple, c'est une question, je crois, de lucidité sur le collectif, plus que d'utopie en réalité. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on vit en collectivité. Donc, ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique et réelle. Maintenant, la façon dont on s'intègre dans le collectif, c'est soit on devient une unité à rendement négatif, c'est-à-dire qu'on va essayer de tirer un profit maximum en fournissant le minimum. Si vous multipliez des unités à rendement négatif dans un système, vous ne pouvez pas avoir un résultat positif. Si tous les gens se greffent au système pour essayer de prendre plus qu'il ne lui donne, à la fin, le système produira nécessairement un résultat négatif. Donc la psychologie des individus est très importante pour les systèmes humains. Or, encore une fois, la dichotomie entre l'hyper-individualisme et le citoyen, elle est vraiment importante à comprendre. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'on ne pourra jamais y arriver par le haut. On n'y arrivera que par le bas, et donc c'est un système qui se construit sur l'éducation. Et pour l'instant, l'éducation formate plus qu'elle n'éduque. En France et dans beaucoup de pays occidentaux, elle formate, elle prépare des gens qui ont un certain savoir acquis paternique, on va dire, avec des modèles de solutions et de résolution, mais elle n'éduque pas beaucoup. Voilà. Jacob, vous êtes déjà allé dans des pays asiatiques où le collectif... Non. Parce que ça donne quand même une toute autre vision de l'être humain, justement. Oui, c'est vrai, mais en fait, l'Europe a connu une évolution qui allait vers cette adhésion. Je reviens, moi, j'ai connu la France des années 60, 70. Il y avait une adhésion, il y avait des projets communs. Bien sûr, il y avait des débats, etc. Mais enfin, on savait où on allait. Il y avait des politiques avec tous les défauts qu'on peut réserver aux politiques, mais en tout cas qui faisaient leur boulot, voilà, qui faisaient leur boulot de développer le pays, etc. Et pour revenir, par exemple, et l'éducation. Enfin, moi, je suis sûr que le certificat d'études que j'ai passé en 58, je crois, il avait une qualité exceptionnelle. Mais c'est quelque chose qui a été programmé. Vous écoutez Brigelli, vous écoutez Michéa,
Ils ont dit que dès les années 80-90, il y a eu des politiques délibérées au niveau français et européen pour crétiniser la population. Vous savez, c'est pas tombé par hasard. Donc, en fait, c'est pas le problème. Bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, on traverse une phase qui est terrible. C'est-à-dire, non seulement, bon, il y a la domination classique, riche, pauvre, puissant et faible, dominant, dominé, mais le problème, c'est que il y a cette caste de privilégiés qui a envie de tout bouffer et de dominer totalement les autres, même de les exterminer ou de leur donner des injections qui les rendent malades, etc. C'est ça le drame, c'est que nous sommes entrés dans une phase assez, à mon avis, assez exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, mais c'est en fonction des moyens qu'est là que la classe dirigeante a. Aujourd'hui, quand on dispose de tous les réseaux sociaux, etc., on a un pouvoir sur les gens fantastiques, les médias et tout. Et donc, les puissants ont pratiquement toutes les cartes en main et ils ont travaillé depuis 40 ans pour faire des peuples européens des crétins. Voilà. Et d'ailleurs, quand il y a vous savez, les classements PISA là, sur les mathématiques, Oui. les sciences et tout, mais les Asiatiques, ils battent les Occidentaux à plat de couture. Enfin, donc en fait, et malheureusement, il n'y a pas, à mon avis en tout cas, c'est ça le drame, c'est que je ne vois pas dans la classe politique française, par exemple, des gens de l'opposition, que ce soit de droite ou de gauche, capables de poser ce problème. Moi, je n'ai pas entendu un député monter à la tribune et dire pourquoi on crétinise les élèves. Voilà les documents. Voilà. Comment ça se fait? Donc, en fait, et malheureusement, il y a. Enfin, moi, je connais une France où il y avait des débats, où il y avait, etc. Donc, mais là, j'ai l'impression que toute cette caste politique, elle s'entend à merveille avec le pouvoir et il joue. Donc, en fait, pour moi, la solution viendra soit une catastrophe économique, soit peut-être une guerre, ou bien un effondrement et une renaissance. Mais sans ça, je ne vois pas comment, dans l'état actuel des choses, moi, par exemple, je ne vote pas. Bon, d'accord. Mais s'il y avait, je me dis parfois, s'il y avait des candidats, comme en Allemagne, à l'extrême droite, il y a l'AfD, et à l'extrême gauche, il y a Sarah Wagenknecht. Bon, moi, j'aurais voté. Pourquoi? Parce qu'ils disent les choses vraies. Ils leur disent sur l'Ukraine, sur les injections, sur la liberté de la presse, etc. C'est par exemple en Allemagne. Vous savez qu'il devait y avoir un règlement européen qui allait contrôler les réseaux sociaux. Bien. L'Allemagne s'est opposée. Elle a fait son veto, a opposé son veto, et donc ce règlement n'a pas été adopté. Pourquoi le chancelier allemand a pris cette décision? C'est pas parce qu'il respecte les libertés, pas du tout. Parce que la chef de l'AfD est montée à la tribune du Bundestag. Elle a fait un discours extraordinaire sur la liberté. Et comme l'AfD est déjà 30%, 35%, ils ont la trouille. Et donc ils ont dit non, on va s'opposer. Eh bien, la France, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est terrible. J'aimerais avoir des politiques qui ont le courage de dire certaines choses sur l'Ukraine, sur les injections, sur la liberté de la presse, et on n'a pas. Voilà. Jacob, ceux qui ont le courage, ils sont disqualifiés. Les rares qui ont le courage sont disqualifiés. Regardez l'AfD, elle fait 30% aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a un langage de vérité. Voilà. Est-ce que l'un et l'autre, vous pensez que les niveaux de rémunération de nos politiques sont un problème ou pas? En ce qui me concerne, je dirais que tout est relatif en fait. Vous parliez tout à l'heure, Jacob, des salaires des dirigeants d'entreprise. Dès lors que vous avez affaire à des gens qui sont compétents et qui produisent du résultat, pourquoi pas? Quand vous êtes dans une situation critique et que ces gens n'ont produit aucun résultat sur une carrière de 20 ou 30 ans à la tribune parlementaire, on est en droit de se dire que ce n'est pas mérité. Puisque dans le privé, vous ne restez pas 30 ans si vous êtes improductif et si vous êtes incompétent.
Il n'y a que dans le public qu'on peut rester 30 ans, 40 ans, faire toute une carrière en étant nul dans son job. Ça, c'est un problème majeur aussi qu'il faudra. Il faut que le principe de réalité s'applique à tout le monde. On ne peut pas nourrir un système avec de l'idéologie. Ça ne marchera jamais. Le principe de réalité, c'est que quelqu'un qui est à un poste, il doit être compétent. Que quelqu'un qui évolue dans sa carrière, ce n'est pas à l'ancienneté, c'est à la compétence. Si on commence à changer ça pour des questions idéologiques, on se retrouve après avec des systèmes qui sont structurellement dysfonctionnels, et on y est. À force de prendre des décisions idéologiques plutôt que de prendre des décisions basées sur une analyse mécanique objective. Voilà. Vous mettriez, comme pour certains commerciaux, une partie fixe et une partie variable? Non, je crois que j'enlèverais surtout, moi en tout cas, après je ne sais pas pour Jacob, moi, j'enlèverais tout ce qui concerne le superflu et les avantages dont ils n'ont pas besoin. Voilà, c'est tout. Il y a pas mal de choses qui sont superflues et ça coûte très cher. Mais à la limite, je ne crois pas que ce soit le vrai sujet. Je crois que le vrai sujet, c'est l'utilité d'avoir autant de parlementaires et ce que ça produit concrètement, sans que ce soit, encore une fois, un procès d'intention contre quiconque. On a 580 parlementaires. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui est produit? On a un empilement, on a un millefeuille de lois qui se contredisent, parfois d'ailleurs. On a un système qui est complètement étranglé par toute cette administration. On a des taxes qui sont surréalistes. Donc je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir autant de gens qui vont parler pour parler, puisqu'ils ne résolvent rien pour l'instant, et qui ne proposent rien de concret ni de mesurable. Donc on est face à des idéologues qui viennent nous faire un spectacle, et là je reprends les termes de Jacob, qui viennent nous faire un spectacle de théâtre à l'Assemblée nationale. Il est effectivement temps que ça cesse et qu'on parle des vrais sujets. Et oui, je suis d'accord avec l'idée que quand on est dans la situation dans laquelle on est en France, on n'a pas les moyens de donner de l'argent à d'autres pays, comme on le fait avec l'Ukraine par exemple, et d'autres aussi, et de subventionner tout et n'importe quoi un peu partout. Il ne faut pas se comporter comme si on était riche quand on est surendetté. Jacob, encore une fois, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les politiques. Il y a une bonne partie non, elle est partagée. de la responsabilité repose sur le peuple. Le Oui. peuple qui est con. Je suis désolé. Le peuple, quand il va voter, et j'aimerais tellement que parfois, il donne des baffes aux politiques. Il leur dit, voilà, je ne sais pas, moi, je vais prendre un exemple comme ça, Retailleau, tiens, je ne sais pas, bon, ou Fort, un socialiste, ou je ne sais pas, voilà. Et comme ça, faire du dégagisme sur 20 ou 30 ans, voilà, et leur montrer, c'est quoi la leçon? C'est que le peuple va dire aux politiques, attention, vous n'allez pas nous berner longtemps. Ok, vous nous avez berné un mandat, mais là, on vous fout à la porte. Hop. Donc, soyez positifs, travaillez bien, soyez honnêtes, sinon, gare à vous. À la prochaine élection, vous nous avez donné un mandat, vous nous avez donné un droit de vote. Qu'a dit Coluche? Si les élections servaient à changer quelque chose, mais on les aurait interdites. Donc, on connaît la nature humaine, on connaît le pouvoir d'influence. Donc, en fait, on fait de faux débats, genre, attention, voilà, il a dit ceci, il a fait cela et tout. Mais malheureusement, le peuple se laisse prendre. Mais si le peuple donnait de temps en temps une leçon, voilà, eh bien, je pense que les politiques deviendraient plus humbles. Et malheureusement, jusqu'à présent, le peuple, en tout cas en France, en Allemagne, je ne sais pas pourquoi, le peuple allemand, eh bien, il a du courage, il a des partis. Nous avons, je regrette de le dire, nous avons le gouvernement que nous méritons. Nous avons un président que nous méritons, nous avons un parlement que nous méritons, pourquoi? Parce que ce n'est pas une dictature. C'est-à-dire, on nous a donné un bulletin de vote, eh bien, on ne l'a pas utilisé. Eh bien, en Allemagne, par exemple, et dans d'autres pays, il y a des mouvements, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourtant, la France, enfin, quand on a connu l'histoire de France, enfin, en tout cas, les agitations politiques, enfin, vous imaginez, dans les années 60-70, mais même dans les lycées, il y avait le Parti communiste, il y avait le Parti trotskiste, il y avait la droite, etc. Enfin, il y avait une mobilisation des esprits. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à me l'expliquer, je ne suis pas sociologue, mais je remarque qu'il n'y a même pas le courage des oppositions qui osent dire les choses
que beaucoup pensent. Voilà, moi je me reconnais dans aucun député de l'Assemblée nationale. Alors que si je viens en Allemagne, je me reconnais dans deux partis, l'AfD et Sarah Wagenknecht. Pourquoi? Eh bien, tant que le peuple ne bougera pas, voilà. Et donc je suis. Peut-être il bougera un jour, je ne sais pas. Rien n'est éternel dans l'histoire humaine. Il y a toujours eu des bouleversements, des changements. Il ne faut pas croire qu'on va vers. C'est peut-être au moment où on croit qu'on va vers l'impasse, le désastre, etc., qu'il y aura peut-être un sursaut, je ne sais pas de quelle manière, parce que l'histoire humaine est faite aussi de ça. La France a connu des périodes, etc. Donc, mais actuellement, je pense que le peuple, en tant qu'acteur politique, ne joue pas correctement son rôle. En tout cas, une partie du peuple aurait pu jouer ce rôle et malheureusement ne joue pas. Et donc, la classe politique, elle est à l'aise. Elle continue ses petits jeux. Ils ont des avantages et ils se disent bon, voilà, ils s'arrangent entre eux. Ils adoptent les lois que leur dicte l'Union européenne, etc. Et le peuple suit. Bon, tant que ça continue comme ça, moi, voilà. Lazare voudrait répondre à Sandra, qui est intervenue. En fait, oui, mais parce que c'est un sujet qui revient souvent et c'est intéressant parce que je rebondis sur l'histoire qu'évoquait Coluche en disant si le vote servait à quelque chose, on ne l'aurait pas. Effectivement, puisque depuis 1852, je l'ai déjà évoqué, le vote blanc comme suffrage exprimé, donc un vote blanc régulier, on se déplace et on fait un vote blanc, n'est pas comptabilisé comme un suffrage exprimé. C'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas une voix exprimée. Alors, c'est intéressant parce que vu que la population, le peuple, ne choisit pas les candidats, qui ne sont pas si nombreux que ça pour l'élection présidentielle, et que ce sont les partis qui les choisissent, en fait, sans qu'on puisse intervenir là-dessus, quand on empêche le vote blanc, en fait, on empêche justement le coup de pied aux fesses, la censure dont parlait Jacob, le dégagisme. Et je pense que la première chose que devraient faire les Français, que ça préoccupe en tout cas, c'est contacter leurs représentants, leurs députés, en leur disant vous devez faire amender cette loi. Un vote blanc est un suffrage exprimé. Un vote blanc régulier, pas du n'importe quoi. Un vote blanc régulier est un suffrage exprimé. Pourquoi? Parce que pour l'élection présidentielle, par exemple, pour que le président soit élu, il faut qu'il ait 50% des suffrages exprimés plus 1. Si on intègre le vote blanc comme un suffrage exprimé, on a des chances de pouvoir aboutir à un dégagisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne votent plus aujourd'hui, et quelques-uns qui votent encore blanc en sachant que ça ne sert à rien, mais ça changerait la donne complètement, parce que ça permettrait en fait de disqualifier tous les candidats. Et la Constitution est très claire là-dessus. Si tous les candidats sont disqualifiés, on refait l'élection, et si on refait l'élection, ceux qui se sont présentés la première fois ne peuvent pas se représenter. Ça change la donne complètement. Donc, si les parlementaires français sont vraiment démocrates, c'est eux, puisque c'est eux qui doivent le faire, c'est eux qui vont devoir faire changer c'est une ligne, hein. C'est une ligne sur la loi, ce n'est pas un texte de loi en entier, c'est simplement, à partir d'aujourd'hui, on pourrait dire, le vote blanc régulier est considéré et comptabilisé comme un suffrage exprimé. Et là, la France redevient immédiatement une démocratie. Donc, le point de verrou systémique, il est très subtil et il n'est pas idiot. Vous ne pouvez pas les dégager parce que quand vous voulez les dégager, vous ne comptez plus. Absolument. Lazare, le fait de fabriquer des consommateurs, est-ce que ça ne permet pas de fabriquer aussi des électeurs plus facilement manipulables? Complètement. Et c'est le but du jeu, parce que le consommateur, il a tendance à s'isoler dans sa propre bulle informationnelle, relationnelle, et donc on n'a plus besoin ensuite que de capter les leaders d'opinion. Et le point que je voulais aborder, c'est que justement, on est dans un système de captation. Pour reprendre encore une fois le propos de Jacob tout à l'heure, qui parlait des financiers. En fait, ce qu'on observe, c'est que les financiers captent le politique. On le voit, puisque pour être élu, il faut de toute façon, je crois que l'élection présidentielle, Sarkozy, sa campagne avait coûté 20 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc bon, pour avoir 20 millions d'euros, c'est pas pour tout le monde quand même. Donc là, déjà, ça discrimine sacrément, sans compter les 500 signatures. Donc entre le financier et le politique, il y a un verrou puissant qui est mis en place sur la démocratie, puisqu'il faut déjà les 20 millions, et puis il faut les 500 signatures. Ça fait deux conditions
compliqué à résoudre. Et donc, on est dans cette situation de verrou institutionnel qui est basé sur un système de captation, vous disais-je, c'est-à-dire on capte le politique, avec le politique, on capte les institutions, avec les institutions et le politique, on capte les médias, et quand on a capté les médias, on capte le narratif. Quand on capte le narratif, on contrôle l'opinion publique. Donc, cette mécanique qui a été mise en place petit à petit, effectivement, depuis plusieurs décennies maintenant, elle doit nécessairement être formalisée, énoncée, ce que je viens de faire d'ailleurs, il faudrait le faire plus souvent, pour qu'on revienne à quelque chose de plus intelligent. On parle souvent de la séparation des pouvoirs, mais on parle de la séparation des pouvoirs en excluant le pouvoir le plus important. C'est-à-dire qu'on sépare le pouvoir politique du religieux, du judiciaire, mais on ne sépare pas le politique du financier. En ne séparant pas le politique du financier, on le place directement sous la coupe du financier. Si la finance contrôle la politique, vous aurez forcément un système qui va fabriquer ce dont il a besoin, et en l'espèce des consommateurs. Vous comprenez, c'est un système de captation en fait. On absorbe par le haut et on rend les choses impossibles pour d'autres. Il n'y a pas grand monde qui peut mettre 20 millions dans une campagne ou obtenir 500 signatures, donc ça ne fait pas beaucoup de gens à convaincre d'aller dans la bonne direction. Et pour rebondir sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure aussi concernant l'état de la France, si vous regardez l'emploi industriel en France, il a été divisé par 2 entre les années 70 et aujourd'hui. Et les importations, en revanche, en particulier de biens manufacturés, ont grimpé très fortement et proportionnellement finalement, puisque ce qu'on fabrique plus, on l'achète. Ce modèle-là, il n'est pas le modèle d'une nation qui se voudrait souveraine et indépendante. Il est le modèle d'un pays qui voudrait se spécialiser dans une logique globalisée. Ce n'est pas bien ou mal ce que je suis en train de dire, c'est que si un pays est spécialisé sur le secteur tertiaire, par exemple, d'activité, il est évident qu'il va dépendre, pour certaines choses, d'autres pays. Donc, il est obligé de s'inscrire dans cette relation d'interdépendance. La question, c'est est-ce que les peuples ont consenti à ça? Il ne me semble pas qu'ils aient consenti à ça. Donc, c'est des choix qui ont été faits par le haut, suite à cette captation que j'ai évoquée, et qui ont été faits justement par des gens dont ça sert les intérêts d'avoir des nations spécialisées dans une logique de globalisation. Donc ce qui me gêne, moi, aujourd'hui dans le débat politique, c'est que ce qui devrait, de facto, pour n'importe qui d'à peu près censé être mis en exergue, c'est que le vrai contentieux aujourd'hui idéologique, c'est est-ce qu'on veut être une nation qui s'inscrit dans un monde globalisé, auquel cas on reste spécialisé, interdépendant et perpétuellement endetté. C'est une réalité objective, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Soit on décide qu'on est une nation souveraine et au maximum autonome ou indépendante, puisqu'il y a des limites à ça, mais en tout cas le plus possible. Et à ce moment-là, on configure le pays autrement. On voit bien au résultat que la France a été configurée pour s'inscrire dans une logique globalisée, à l'insu de ses concitoyens, mais pour s'inscrire dans une logique globalisée, puisqu'elle n'est pas du tout autonome toute seule. Pas du tout, du tout, du tout. Donc elle a été mise en situation de dépendance d'autres structures. Ce genre de choses, c'est la responsabilité des politiques. C'est à cet endroit-là qu'on sort du cadre idéologique et qu'on rentre dans le cadre, j'allais dire, entre guillemets, plus criminel. On n'a pas le droit de prendre un pays et de le mettre à la disposition des intérêts de quelques-uns. Et pourtant, nos politiques, c'est clairement ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils rendent la faveur à qui ils la doivent. Vous faites allusion à la trahison du traité de Lisbonne? Notamment. Notamment parce que c'est grave et que ça a des conséquences aujourd'hui. On a évoqué tout à l'heure le fait que la France était complètement désindustrialisée, ce qui est très sérieux en vérité. Si on décidait demain qu'on veut réindustrialiser la France, il faudrait effectivement s'endetter. Alors, c'est des endettements qui existent et qu'on peut faire, on peut planifier. Mais aujourd'hui, en étant membre de l'Union européenne, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on est responsable de la dette, mais on n'a pas les outils et on n'a pas la liberté de pouvoir gérer comme on veut les solutions pour sortir de cette situation, puisque c'est l'Europe qui décide. Là encore, on constate un phénomène de captation. Parce que les gens qui sont en Europe, par exemple la présidente von der Leyen, nous ne l'avons pas élue. Donc il y a une captation du pouvoir politique par le technocratique et le financier qui aspire et qui ensuite déconnecte le citoyen de la décision. Von der Leyen n'est pas touchée par les citoyens, les citoyens européens, pourtant elle décide pour eux. Donc vous pensez qu'on est dans ce qu'on appelle une plutocratie, c'est-à-dire
une société où finalement le pouvoir est entre les mains des plus riches qui, eux, peuvent financer des campagnes politiques et présélectionner des candidats qui leur conviennent. Alors, je me permets, Jacob, moi je pense qu'on est dans une égocratie, et je rejoins Jacob là-dessus, c'est tout le monde est responsable. On ne peut pas dire que la population est une pauvre victime qui ne peut rien faire et qui est impotente. Donc, c'est une égocratie, c'est un système qui, effectivement, combine la plutocratie et flatte les égos individuels, nourrit les égos individuels pour les maintenir dans la situation dans laquelle ils sont. C'est une réalité, en fait, pour maintenir le statu quo. Et vous voyez bien, on vend de la perception, de l'émotion, du ressenti, rarement du mesurable, des données chiffrées, du quantitatif. C'est beaucoup d'idéologie abstraite. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas mesurable. Donc, on n'a pas de compte à rendre là-dessus. D'ailleurs, vous dites que vous avez étudié le marketing sensoriel. Le neuromarketing, vous voulez dire? Oui, le neuromarketing, oui. Voilà, et dont il fait partie d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il évoque beaucoup de choses, en fait. Vous pouvez donner des exemples concrets, peut-être? C'est-à-dire que, en fait, le principe, c'est que à partir du moment où vous savez précisément mieux qu'un individu comment il réagit, puisqu'on peut se mentir à nous-mêmes face à une situation, un objet, on peut se dire non, j'en veux pas, mais on peut le vouloir. Et avec certains outils aujourd'hui de neuromarketing, on peut identifier votre désir mieux que vous-même, j'allais dire, et vos envies mieux que vous-même, et on peut même les anticiper. Et quand on ajoute à ça la gestion informationnelle des bases de données via les réseaux sociaux, on se retrouve dans une situation où le système aujourd'hui est capable d'anticiper en fait ce que les gens vont penser, dire, vouloir et ce dont ils vont avoir envie. Donc là, on se retrouve avec une captation de l'esprit individuel. Voilà. Des individus en fait. Jacob, alors, égocratie, plutocratie, mais pas démocratie. Aujourd'hui, c'est un régal pour les dirigeants, enfin pour ceux qui tirent les ficelles. C'est un régal. C'est-à-dire, ils ont des instruments. Dans les années 60-70, bon, ils avaient un peu la publicité, mais la plupart des médias, des journaux étaient indépendants. Et il y avait quand même pas mal de liberté individuelle, intellectuelle. Les éditeurs, il y avait beaucoup d'éditeurs indépendants, etc. Donc il y avait une vie intellectuelle et culturelle florissante et avec beaucoup d'opposition, de contradictions, etc. Aujourd'hui, j'imagine quand ils se réunissent au Forum mondial, etc., mais ils doivent se régaler parce qu'ils mènent les populations occidentales, mais par le bout du nez. C'est-à-dire, on leur a mis en tête le climat, le genre, on leur a donné un téléphone auquel ils sont attachés alors que c'est quasiment une chaîne. Et donc, tous ces trucs, Netflix, mais c'est fabuleux pour eux. Vous imaginez aujourd'hui un jeune qui a 20 ans, 25 ans, même s'il est étudiant, enfin, il est quasiment, enfin, combien ont une vision critique, d'autant plus que la classe politique ne les aide pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a quasiment pas de réelle contestation politique. Voilà, c'est-à-dire que, à part des petits échanges comme ça formels, mais en fait, ils sont d'accord fondamentalement sur les choses importantes. Et donc, ceux qui tirent les ficelles, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent de ces gens. Mais regardez par exemple la campagne sur Poutine. Les gens marchent à 80%, enfin 90%, enfin je ne sais pas, mais c'est fabuleux. Enfin, sur les injections, enfin, on a transformé les gens, mais surtout, donc en fait, je trouve que la population a de moins en moins, enfin surtout les jeunes, parce qu'elle est formatée dès les 15 ans, enfin, bon, il y a des tas de trucs pour leur faire tourner la tête et tout. Et bien, c'est du gâteau. Vous En fait, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, pour moi, ceux qui tirent les manipulateurs, vous savez, par exemple, enfin, tous les réseaux sociaux, c'est quand même, enfin, ce sont des multimillionnaires. J'ai appris une chose que d'ailleurs je vais publier, enfin un post, que 6 sur 10 des plus grands milliardaires
américains sont juifs et sionistes. 6 sur 10. Et ils totalisent 1200 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, vous imaginez bien que lorsqu'on a une telle force de frappe, ils sont tous américains. Bon, Facebook, etc. Allison, il n'était pas très connu, mais c'est le numéro 2, Ellison, qui était un juif, qui a racheté TikTok et Amérique, qui a racheté Paramount, qui détient CNN, et donc sont en train de faire même base sur les... Et ils font quasiment ce qu'ils veulent. Et donc, on est à un niveau de contrôle et de manipulation. Je vous conseille d'ailleurs de regarder, il y a un épisode de Candace Owen qui interviewe Norman Finkelstein. Elle est en français, elle est traduite en français par quelqu'un, je ne sais pas, podcast, je crois. Et elle est fabuleuse parce qu'elle montre la manipulation de la société américaine par ses riches. Et donc, c'est ça, on est aujourd'hui dans un système où il n'y a quasiment pas de médias indépendants. Moi, j'ai connu Libération était indépendant, Le Monde, etc. Mais aujourd'hui, quasiment, tout est soumis à contrôle. Et donc, un jeune qui a 20 ans, comment voulez-vous qu'il se fasse une idée de la réalité et comment combattre cette réalité? Voilà. L'argent à gagner. Provisoirement. Provisoirement, voilà. Je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que le spirituel n'est pas finalement toujours au-dessus de l'argent? Parce que finalement, regardez, la révolution, elle va venir d'où? De là où on l'attend le moins. De l'Amérique. C'est l'Amérique des Yankees, des cowboys, des rednecks. Là, il y a une révolution qui est en train de monter là-bas, parce que pour moi, combattre le sionisme, c'est un pas énorme dans la libération des esprits. Parce que l'Europe, elle est totalement soumise à l'idéologie sioniste. Quand on dit idéologie sioniste, ce n'est pas seulement la défense d'Israël, c'est aussi un lavage de cerveau. C'est-à-dire contre les musulmans, contre l'idéologie, contre les Maghrébins, contre une révolution, contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Et aujourd'hui, cette révolution est en train de se faire aux États-Unis. Et c'est formidable parce que, en fait, moi qui suis pas mal de sites américains comme Candace Owen, Tucker Carlson, etc., il y a un mouvement fantastique qui est en train de se libérer de cette emprise et il nous donne des leçons. C'est ça qui est fantastique. Les États-Unis sont un peu le pays des extrêmes, c'est-à-dire vous avez de tout, mais ils nous donnent des leçons de liberté individuelle, de liberté d'information, de liberté d'organisation, etc. Vous savez, s'il y avait je ne sais pas comment on les appelle ici, des youtubeurs par exemple, qui disaient le 10e de ce qui se dit dans les sites américains, ils seront en prison. Chez eux à 6 heures. Ah oui, ils seront en prison. Ils ont une autre constitution, ils ont une constitution qui les protège. Oui, non, c'est pas seulement la constitution. Ils ont une autre mentalité. Ils osent prendre là, ils osent se défendre, ils osent. Non, je suis désolé, en Allemagne, il y a des gens qui osent, voilà. Et malheureusement, en France, on n'ose pas trop. Et donc, il y a une leçon qui... Donc, en fait, voilà, il y a des choses qui changent, qui évoluent, et on ne sait jamais parce que cette révolution qui est en train... Vous savez, il y a un site américain qui s'appelle Track AIPAC, c'est-à-dire on traque les politiques qui sont financées par l'AIPAC. Oui. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des parlementaires qui ont rendu l'argent à l'AIPAC et qui ont dit on ne veut plus recevoir de l'argent de l'AIPAC. L'argent de l'AIPAC est devenu toxique. Il y a une révolution qui est en train, malheureusement, je ne crois pas qu'elle est relayée énormément en France, parce que je ne sais pas pourquoi, mais... Question d'emprise. Pardon ? C'est une question d'emprise sur le contrôle du narratif. Il y a vraiment
un mouvement de contestation, qui vient même du parti politique de Trump, ça veut dire le MAGA. La base chrétienne est en train d'échapper à l'influence sioniste, à l'influence de Trump. Et ça, et moi, je suis fasciné par cette évolution. Donc, rien n'est perdu, parce que ce qui va se passer aux États-Unis va avoir des conséquences chez nous. Mais j'aurais voulu qu'il y ait, mais bon, voilà, aujourd'hui, on n'a pas ces mouvements-là, mais peut-être ils viendront plus tard. Voilà. Lazare, on a aussi englué les individus dans une idéologie politique, ça permet de mieux les tenir en laisse. Oui, en fait, je crois, c'est ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure. Ça me paraît hasardeux aujourd'hui de considérer que c'est encore légitime d'avoir des partis de droite et de gauche en France qui revendiquent ce qu'ils revendiquent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même configuration qu'il y a 50 ans, voilà, pour faire simple. Et je suis assez gêné qu'on n'ait pas encore bien dissocié la véritable dichotomie idéologique qui doit vraiment être mise en lumière pour qu'on puisse sortir de ça, c'est-à-dire est-ce qu'on veut un pays autonome, indépendant et souverain, ou est-ce qu'on veut être à la botte de certains financiers qui ont pris le contrôle et qui font de la population des spectateurs, en fait, parce qu'aujourd'hui le citoyen est un spectateur, il n'est plus acteur de sa démocratie, il regarde ce qui se passe et il espère que ça va bien se passer. Bon, est-ce que c'est décent de continuer comme ça? Non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, la révolution qui arrive des États-Unis va venir frapper la France et l'Europe parce qu'on l'a vu avec l'Ukraine. Il ne les soutient pas vraiment, donc les Européens sont un peu livrés à eux-mêmes. Bon, voilà. Il y a on a englué les gens dans une idéologie droite-gauche, alors qu'en réalité, l'idéologie, c'est mondialiste, globaliste ou souverainiste. Pour faire simple, je schématise, mais c'est vraiment ça. Soit on est souverainiste et on prend en charge son pays et on s'en occupe réellement. C'est d'ailleurs ce que fait Trump. Hein. Trump est un souverainiste, clairement. Je veux dire, après, on peut le targuer d'être d'extrême ou pas d'extrême, je m'en fous en fait. Mais néanmoins, c'est un souverainiste. Il n'y a pas de sujet là-dessus, puisqu'il fait monter les droits de douane toutes les semaines d'ailleurs. Hein. Ça monte et ça descend toutes les semaines, les droits de douane aux États-Unis. Donc il protège son pays, il pratique un protectionnisme même acharné. Il a réindustrialisé, voilà, il a fait ce qu'il faut faire pour qu'un pays puisse être autonome et qu'une population puisse s'épanouir. Tout comme RFK fait ce qu'il faut pour que les gens soient en meilleure santé. Ce que devraient faire aussi les dirigeants français qu'ils ne font pas parce qu'effectivement, pour la plupart, ils sont achetés, ils manquent de courage. On ne l'a pas d'ailleurs en France, ce genre de traçabilité, Jacob, sur l'EPAC qu'on peut avoir aux États-Unis. On ne l'a pas en France. Ah non, mais ça serait de l'antisémitisme, voyons. Voyons, un choix, enfin, quand même. Soyez pas antisémite, Jacob, s'il vous plaît. Un peu d'humour. Mais en fait, il va falloir rééduquer sur le sens des mots et avoir une meilleure communication autour du sens du mot souverainiste, puisque, par exemple, mon collègue Mike Borowski fait des micro-trottoirs, mais il n'est pas le seul à le remarquer d'ailleurs. Quand vous dites souverainiste, les gens comprennent soit royaliste, soit d'extrême droite, ce qui n'a dans les deux cas rien à voir. Donc, comment recommuniquer de manière efficace sur ce mot souverainiste qui n'a absolument rien à voir avec le royalisme, ni avec les courants d'extrême droite? Comment faire tous les deux? Il faut en inventer un autre. Ben, je ne sais pas, parce que même au point de vue étymologique, il n'y a rien de mieux que souverainiste, être souverain. Souverain chez soi, je suis d'accord. Dans son corps, dans son pays, dans son économie. Parce qu'on revient au problème de la classe politique qui n'a pas le courage. Vous prenez tout le spectre de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je ne sais pas, il y en a peut-être même pas un ou deux, enfin encore, je me hasarde, qui osent poser le problème. Voilà. Et donc, en fait, et donc, les gens, le souverainisme, il est défendu par qui? Par des gens qui n'ont pas accès aux médias, qui sont pas. Donc, ça reste un peu comme. Vous
savez, comme ces premiers chrétiens, une idéologie des cavernes, des grottes cachées, clandestines. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Ah oui, souveraineté, machin, extrême droite et tout. Et donc, tant qu'elle n'est pas relayée, parce que pourquoi je reviens à mon idée, c'est que il n'y a pas de politique, de parti politique ou d'organisation. Il aurait pu y en avoir. Par exemple, le RN, il avait défendu la souveraineté jusqu'à il y a quelques années avant. Ouais, puis Mais après, il a eu la trouille de le faire, enfin, en tout cas, bon, parce il veut, et bon, en tout cas, il a ses raisons. Et donc, finalement, tout ce qui peut réveiller un peu les gens, tout ce qui peut les questionner, il disparaît du débat accepté. Voilà. Ça veut dire que si vous allez sur TF1, sur France 2, sur CNews, etc., il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Ou alors, si on vous invite, c'est que vous avez en face de vous 7 ou 8 personnes qui vont vous tomber dessus. Voilà. Par exemple, mettons, on pourrait inviter, mettons, Philippot ou Asselineau, eh ben, on va lui mettre 7 ou 8 personnes qui vont l'écraser, etc. Donc, en fait, tout le système est fait et malheureusement, il n'y a pas de relais politique qui puisse donner cette crédibilité. Donc, les gens sont un peu paumés et ils sont perdus et ils ne savent pas à quoi se raccrocher. Et malheureusement, je reviens à cette idée que nous avons une classe politique très lâche. Elle n'a pas le courage. Enfin, je veux dire, il aurait pu y avoir une partie, un tiers des députés, un quart, qui auraient porté haut le drapeau de la France souveraine, enfin de toutes les valeurs françaises du pays, etc. Malheureusement, tout le monde s'est mis à manger dans le plat de l'Union européenne, qui est très bon d'ailleurs. Il paraît que c'est très bien payé, c'est formidable. Eh bien, la soupe est bonne et donc on s'y conforme. Et voilà ce qui manque, voilà, malheureusement. Un autre Lazare. point, Stéphanie, que je voulais évoquer, c'est la manipulation du langage aussi. Ah oui, c'est Parce que important, c'est basique. voilà, dans la manipulation du langage, justement, le fait d'associer, par exemple, libéralisme et démocratie, et d'associer aussi souverainisme et extrême droite, ce sont des méthodologies qui viennent du haut. C'est-à-dire que c'est véritablement, là, on parle d'ingénierie sociale. C'est-à-dire que c'est des éléments de langage qui sont utilisés ensemble pour que les gens finissent par faire des liens naturels entre les deux, en se disant que si quelqu'un est souverainiste, il est forcément d'extrême droite, fasciste, agressif, etc. J'ai vu d'ailleurs une remarque concernant, comment s'appelle-t-elle, Mélanie en Italie, qui effectivement est souverainiste, oui. Et donc, et ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'Italie. Donc, c'est un faux débat. On veut diaboliser les gens, mais ce système de diabolisation, il fonctionne parce qu'on a fabriqué des êtres émotifs. Le consommateur est émotif. Et on l'incite à être émotif. Vous n'avez qu'à regarder les films, les fictions, c'est toujours construit autour de l'émotion, et rarement autour de la raison. Et donc ensuite, on joue sur les émotions pour convaincre d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. C'est du barriérage cognitif basé sur l'émotivité des gens. On leur dit, si tu vas là-bas, tu seras perçu comme extrême, méchant, négatif, tu seras un sale type, alors que si tu dis plutôt ça ou que tu vas plutôt par là, ce sera mieux. C'est du barriérage en fait. Et ça aussi, c'est une partie de la manipulation qui devra être mise en lumière et explicitée pour que ça cesse. Parce que tant qu'on n'a pas nommé une maladie, on ne peut pas en guérir. Il faut l'identifier, la maladie, il faut la nommer. C'est pour ça, d'ailleurs, merci d'avoir mis l'image, mais c'est pour ça que j'ai appelé la maladie égocratie, parce que ça n'a jamais été vraiment une démocratie, ça a été toujours une illusion de démocratie basée sur la satisfaction des égos individuels. Et ça, c'est un problème majeur qu'il va falloir résoudre en disant, OK, on veut un pays, on ne veut pas se faire plaisir individuellement, on veut un pays qui fonctionne. On se fera plaisir individuellement après. Voilà, parce que vous voyez bien qu'on a changé les priorités et qu'aujourd'hui, le principe du pain et des jeux, on est en plein dedans, mais on n'a même plus les moyens du pain et des jeux. Donc il faut arrêter tout simplement et se remettre au travail en vérité. D'ailleurs, c'est l'un de vous deux, je crois, dans une précédente émission, qui disait la même chose, hein, tous ces amalgames de vocabulaire, et donc ces amalgames étymologiques, mais patriotisme et nationalisme n'ont absolument rien à voir. N'est-ce pas, Jacob? Pardon, j'ai pas.
Ah, Jacob est en train de lire un de ses messages, mais c'est pas grave. Je disais patriotisme et nationalisme n'ont absolument rien à voir. Non, enfin, non, rien à voir. Enfin, en fait, si on était, comment dire, si on était pas seulement objectif, honnête intellectuellement, on dirait les choses de façon claire et on ferait la différence. Bah, il fut un temps où le patriotisme était sacralisé. Parce que, bon, enfin, et donc, par exemple, après on allait mourir pour la patrie, par exemple, on allait mourir pour la patrie, soi-disant. Par exemple, après la Première Guerre mondiale, l'idéologie, parce que je suis en train d'écrire un peu là-dessus, enfin, l'idéologie anarchiste était interdite. Parce que, donc, et ceux qui la diffusaient subissaient les foudres de la loi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'était pas bon de dire aux gens la fameuse phrase d'Anatole France, on ne se bat pas pour le pays, mais on se bat pour des intérêts, etc. Enfin, bon, voilà. Donc, en fait, le problème ne vient pas, bien sûr qu'il y a une différence, mais le problème, c'est on fait une confusion volontaire pour égarer l'individu. Voilà. Et donc, et lui glisser, vous savez, moi, j'avais fait un truc sur la diabolisation. Prenons par exemple la diabolisation de Dieudonné. Enfin, bon, moi, j'ai travaillé là-dessus dans les années 13, 14, 15, etc. Mais en fait, c'est un travail d'une grande subtilité presque, ou de Soral, surtout Soral d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a réussi à mettre dans l'esprit d'un individu, moi j'ai connu des personnes vraiment très instruites, philosophiquement parlant, mais des costauds, de gauche, qui avaient lu des bouquins, etc. Mais tu disais le nom Soral, ils voyaient rouge, ils voyaient l'antisémitisme, etc. Et j'avais beau leur dire, venez, on va voir des vidéos, etc. Ils ne voulaient rien savoir. Et donc, mais c'était un travail très bien fait. Donc, même vis-à-vis d'intellectuels aguerris, on arrive à les façonner, à leur faire croire que tel nom égale fascisme, etc. Et donc, imaginez l'esprit des jeunes d'aujourd'hui. Enfin bon. Et donc, bien sûr, le patriotisme, etc. Mais le problème n'est pas dans la définition des mots. Le problème, c'est qui tient les rênes médiatiques, qui tient les rênes médiatiques ou de l'université, etc. Même à l'université, aujourd'hui, si on a un discours, enfin, rappelez-vous, sur les injections, le Covid, etc., mais si on tenait un discours. Moi, j'avais écouté un type du CNRS très connu, mais j'ai oublié son nom malheureusement. Il a la soixantaine, donc enfin, il a de la bouteille, il avait publié des livres, etc. Mais il avait une réputation solide. Et il était directeur de recherche au CNRS, et un jour, il racontait cette anecdote d'un collègue qui lui dit « Mais enfin, Raoult, quand même, non !» Et imaginez, enfin, on est tombé à un niveau, même à ce niveau universitaire, on arrive à un collègue, enfin, directeur de recherche qui dit à l'autre, non, pas Raoult quand même, juste le nom fait peur. Donc on est arrivé vraiment à un degré de façonnage, je ne sais pas si le terme est bon, des esprits. Formatage, oui. Moi, je trouve ça fabuleux. Hein. Oui. C'est effrayant. C'est tout sauf la nuance et le débat, en fait. Voilà. En fait, quand vous connectez les gens sur leur ressenti, vous les déconnectez de leur raison, en réalité. Parce que voilà. Et donc, le but du jeu, c'est de maintenir le consommateur, je vais le nommer comme ça, toujours dans un état de perception et de ressenti, et de toujours créer une dynamique d'échange et de dialogue basée sur la perception, le ressenti, le symbole, les valeurs, les émotions. Pourquoi? Parce que ça permet d'écarter les données objectives et de maintenir les gens dans une appréciation relative et subjective. Il ne reste plus ensuite qu'à intervenir sur les symboles de l'extérieur. Je rejoins tout à fait l'analyse de Jacob là-dessus, c'est-à-dire de contrôler les médias. Vous savez que
dans la plupart des pays occidentaux, les médias mainstream sont contrôlés par une poignée d'individus. Donc, c'est un schéma qui se répète. Ce n'est pas anodin. Et ils n'ont pas investi dans les médias pour gagner beaucoup d'argent, ces gens-là. Donc, c'est pour contrôler le narratif, contrôler le discours public. C'est un gros problème. C'est-à-dire que à partir du moment où un système est capté, comme c'est le cas de beaucoup de démocraties occidentales, il est en fait voué à aller dans le sens des intérêts de ceux qui ont capté le système, plus jamais dans le sens des intérêts des usagers du système. Donc il faut rompre cette dynamique de captation et déjà je pense qu'il faut la nommer. C'est-à-dire que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est important de le souligner. Quand on parle de séparation des pouvoirs, il faut insister lourdement sur le fait que l'un des pouvoirs les plus importants à séparer du politique, c'est le pouvoir financier. Il faut que ce soit acté, que ce soit écrit, il faut qu'on le dise. On ne peut pas avoir un président qui est copain avec tous les plus grands financiers d'Europe ou du monde ou de France, comme ça a été le cas avec un président que je ne citerai pas et qui s'en cachait même pas, et qui nous dit, mais faites avec. Oui, d'accord, mais si tu es copain avec, tu prends tes décisions comment? Vous parlez de quoi quand vous êtes ensemble? Donc, on peut pas, il faut vraiment maintenant, je pense que la problématique de fond, c'est l'immaturité du consommateur. Il faut de nouveau des gens, comment faire pour que les consommateurs redeviennent des citoyens? Rééduquer. Rééduquer dès la petite enfance et rééduquer aux notions d'interdépendance et de causalité. Vous remarquez qu'on n'enseigne jamais la systémique en France, alors que ce n'est pas une science extrêmement complexe, on pourrait l'enseigner même en primaire ou en maternelle, au moins pour les interactions basiques. Mais si vous enseignez aux gens dans le système éducatif national l'approche et l'analyse systémique, vous leur apprenez aussi à comprendre l'interdépendance et la causalité. Vous ne pouvez plus les baratiner après. Donc on déséduque, on crétinise, pour reprendre la formule de Jacob tout à l'heure, mais en tout cas, on déséduque et surtout, on n'apprend pas à comprendre les choses dans leur complexité. On apprend à comprendre comme ça. Oui, effectivement, c'est probablement pas pour demain. C'est plus après un effondrement systémique. Et il y a effectivement... On compte en générations quand on parle de ces choses-là. On compte sur 20 ans, par phase de 20 ans. On ne peut pas faire autrement. Avant de conclure sur le livre de Jacob, est-ce que vous pouvez me dire, Égocratie, inviter les gens à l'acheter, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on trouve pour grandir? Alors, il n'est pas encore en vente, mais qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve en fait la mécanisme, c'est une approche systémique justement, une lecture systémique. Je pars des sources en fait, des origines de la manipulation des foules justement, en démarrant avec, on en a parlé la dernière fois qu'on a fait l'émission, Edward Bernays, Gustave Le Bon et d'autres qui ont fait un travail assez fouillé sur la psychologie des foules et même des individus. Et Edward Bernays fait partie de ceux qui l'ont mis en application massivement dans le domaine industriel, marketing et politique. Et ça a très bien fonctionné. Et depuis, ça a fait des petits. Donc, j'explique comment on est passé d'un monde à un autre simplement parce qu'on a modifié les composantes élémentaires, c'est-à-dire les individus. On les a modifiés de l'intérieur. On les a reprogrammés doucement, sur 3 générations, on pourrait dire, ou 4. On les a reprogrammés doucement, mais toujours dans la même direction. La superficialité, l'individualisme, le divertissement, l'émotivité, voilà, et la rivalité. Et pourquoi? Parce que ça produit des consommateurs types, idéaux, et qui vont certainement pas ennuyer le système en lui disant pourquoi tu fonctionnes comme ça. Donc, je décrypte un peu tout ça dedans et je donne des explications qui sont justement pas morales ou idéologiques, mais simplement mécaniques, en fait. Mm-hmm. Donc, on disait en riant que Edward Bernays proposait tous les outils pour vous berner. Oui, il a... Bernays, bon, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler de son nom, mais effectivement, c'est intéressant de lire ses livres pour comprendre que tout ça n'est pas une vue de l'esprit, en tout cas. Mais non, il a écrit des livres qui sont en vente publique depuis 1926 ou quelque chose comme ça, je crois. Et les titres sont très évocateurs. Propaganda, cristalliser l'opinion publique, la fabrique du consentement. Enfin, je veux dire, c'est clairement comment manipuler les gens pour les amener du point A au point B sans qu'ils s'en rendent compte. Il fait quand même partie des gens qui ont réussi à faire basculer les États-Unis dans l'entrée en guerre en 1917 avec la commission Krill. Alors que
le président Woodrow Wilson s'était fait élire sur la promesse de ne pas engager les États-Unis dans la guerre. Donc ils ont réussi un tour de force exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ont fait, un président s'est fait élire en disant la guerre qui se déroule en Europe ne nous concerne pas et on n'ira pas. Et c'est la raison pour laquelle il a été élu. Et une fois qu'il a été élu, ils ont créé la commission Krill, qui elle ensuite s'est employée à convaincre la population qu'il fallait dire au président d'aller à la guerre, en utilisant les artistes, les experts, les acteurs de cinéma, ce qu'ils avaient appelé les 4-Minute Men, qui étaient des gens, qui étaient des leaders d'opinion locaux, des gardes champêtres, des prêcheurs, qui prenaient la parole pendant 4 minutes pour lire un texte, pour convaincre les gens autour d'eux qu'il fallait absolument aller sauver l'Europe qui était en train de se faire massacrer, etc. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire la population a voulu que les États-Unis entrent dans la guerre. Donc, à partir du moment où ils ont vu que ça marchait de manière aussi efficace, radicale et massive, par des phénomènes de contagion, en fait, puisque quand il y a plein de gens qui pensent d'une manière, celui qui pense autrement, il préfère s'aligner. Comme ça, il se dit, je ne prends pas de risque. Ce phénomène de contagion, il a été utilisé, et maintenant, sont devenus c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élaboré, beaucoup plus profond et beaucoup plus sournois. Et donc, si on ne rejette pas le modèle au sens, si on a une croyance dans ce modèle, on est certain de se faire manipuler. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est un modèle qui est toxique, en fait. Il est toxique pour l'individu parce qu'il ne l'épanouit pas. Il l'enchaîne sournoisement, mais il l'enchaîne à ses pulsions, il l'enchaîne à ses émotions, à ses passions, mais il ne l'émancipe pas du tout. Donc, il faut être très vigilant parce que c'est le contraire, en fait. On devrait penser que les gens doivent adhérer à un système et lui faire confiance. Dans le cas d'espèce, le système tel qu'il est conçu actuellement, en tout cas dans les pays occidentaux, lui faire confiance, c'est se mettre en danger de perdre tout esprit critique, en fait, et toute capacité d'analyse. Donc, vous faites allusion aux expériences de Milgram et de H, j'imagine. Milgram qui mesure le degré de soumission à l'autorité et l'expérience de H qui mesure le degré de soumission au conformisme, le degré de conformisme dans un groupe social. C'est ça. Milgram qui a permis de constater qu'on pouvait ordonner à des gens d'envoyer des doses prétendument, puisque ce n'était pas vrai, mais c'était joué, mais heureusement que c'était joué d'ailleurs, d'envoyer des doses, des charges électriques massives, mortelles d'ailleurs, simplement parce qu'une personne en blouse avait ordonné à une personne qui était dans l'expérience de le faire. Alors c'était progressif, il ne le faisait pas d'un coup, mais on arrivait jusqu'à et il y a, je crois, un tiers des participants qui sont allés jusqu'à des doses mortelles en disant mais c'est pas moi, c'est lui qui m'a dit de le faire. Donc, ils étaient impressionnés par la blouse blanche. C'est la blouse blanche qui fait autorité, en fait. Voilà. Et qui protège aussi. Et qui protège. Voilà, je ne suis pas responsable. Absolument. Pour faire une transition presque toute trouvée, il faut être ingénu, mais pas trop, en fait, parce que les ingénus collaborent au pouvoir les plus totalitaires, n'est-ce pas, Jacob? Voilà une belle transition. Magnifique. Alors, bon, vous savez que moi, je n'écris que des romans, donc j'en ai publié pas mal. Enfin, en tout cas, bon, parfois, le roman, il est nécessaire. Par exemple, comme Le Printemps des Sayanim, je ne vois pas comment on peut écrire un livre sur les Sayanim, parce qu'on a très, très peu de documents. Mais bon, voilà, donc j'aime bien les romans. Donc, j'ai imaginé une jeune fille de 23-24 ans qui est née en Palestine. Le hasard, enfin bon, né en Palestine occupée, puis à l'âge d'1 an, il revient à Paris et vit avec sa mère, et puis à 23-24 ans, a une vie très parisienne, et puis à 23-24 ans, il décide de découvrir son autre identité, son autre facette, la facette arabo-palestinienne, voilà. Et donc, on lui trouve un boulot à l'Institut du monde arabe, et là, elle va rencontrer des Arabes, elle va découvrir, elle va assister à une soirée de poésie palestinienne, elle va rencontrer un diplomate marocain, elle va aller à l'ambassade du Maroc, etc. Ils vont parler de normalisation. Donc, en fait, elle découvre un peu la société arabe, ce qu'est la société arabe. Ça veut dire leur manière d'être, leur philosophie de vie, les relations amoureuses ou sociales ou amicales. Mais c'est une fiction, voilà. C'est toujours une fiction, voilà. Et donc, elle se raconte à la première personne, voilà. Ce n'est pas ce qu'on appelle un roman à clé.
Non, le roman à clé, c'était Le Printemps des Sayanim, ou bien par exemple Confession d'un Sayan, mais surtout Le Printemps des Sayanim. Mais là, c'est pas un roman à clé parce que les personnages, bon, on peut faire des si, enfin, au sein de l'histoire du monde arabe, enfin, on peut faire des rapprochements, voilà, parce que bon, il y a des personnages qui pourraient ressembler à certains, mais c'est le hasard, voilà. Mm. Mais en fait, c'est un peu l'atmosphère. Voilà. En fait, le roman se déroule, son histoire se déroule sur 3-4 semaines, voilà, donc de vie, où au bout de quelques mois, elle commence à se raconter, voilà, c'est comment, euh, par exemple, enfin bon, il y a j'imagine comment l'Institut du monde arabe, par exemple, les rivalités franco-algériennes, par exemple. Enfin, mais comment dire, voilà, enfin bon, c'est assez léger, c'est Oui, assez léger, c'est un divertissement littéraire, voilà. C'est pas du, enfin c'est pas un truc aussi lourd que Le Printemps des Sayanim, par exemple. C'est un divertissement littéraire, voilà. Euh, voilà. mais peut-être pas si léger que ça. Non, parce que je suis toujours. Moi, je ne peux pas écrire quelque chose qui soit totalement léger ou totalement extérieur à la vie, enfin, à la politique, aux relations sociales, communautaires, etc. Je ne peux pas. Enfin, je veux dire, je suis toujours attaché. Donc, mais c'est fait, je pense. Bah, j'essaie de me mettre dans la peau d'une fille, de jeune femme de 23-24 ans, quoi. Donc voilà. Euh, euh, comment elle découvre la musique arabe, par exemple. Euh, voilà, ce que ça lui fait, je ne sais pas, voilà, des trucs comme ça. On peut le commander en ligne? Oui, c'est sur Amazon, voilà. Il y a la version livre et version numérique. Voilà. Très bien. Et Lazare, pareil, non, il n'est pas encore disponible. Non, pas encore. Et il y aura aussi un audiobook Hmm, euh, parce que je pense que c'est plus digeste en fait. très bien. Honnêtement, voilà. Il y Ça aura peut. oui, Je oui. mettrai en lien je mettrai en descriptif tous les liens utiles. En attendant de vous recevoir pour un nouveau direct le mois prochain que j'annoncerai à nos auditeurs donc sur Tribune Libre, je vais vous laisser conclure et en tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous laisse le mot de la fin à tous les deux. Qui veut commencer? Je vais laisser l'honneur à Jacob, la sagesse. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hmm. Je- En fait, tout à l'heure, je peux donner l'impression comment dire, d'une espèce de désespoir, Hmm. mais en fait, finalement, il y a toujours une possibilité. C'est ça qui est formidable. L'humanité n'est pas si désespérante. Voilà. Hmm. On croit souvent toucher le fond, et puis finalement, il y a un événement. Parce qu'en fait, l'histoire est dynamique. Il y a pas. J'avais dit une fois, l'histoire, c'est pas un film hollywoodien avec happy end, la fin, voilà, ça s'arrête. Pas du tout. L'histoire est, voilà, c'est continu. Donc il y aura des rebondissements, et c'est ça qui la rend fascinante. Voilà. Merci. Lazare, pour terminer. Mais j'avoue que, encore une fois, je partage cette vision. Je crois que même si on est dans une situation qui est compliquée à tout le moins, je parle pour la France et au niveau politique, là en ce moment, on a abordé le sujet de cette 5e République, de cette Assemblée nationale. Je pense qu'on est dans une situation extrêmement compliquée et je pense que c'est un prérequis nécessaire au changement. C'est-à-dire que comme on n'aura pas un changement qui viendront des gens qui profitent du système actuel, le changement ne viendra qu'à partir du moment où le système dont ces gens profitent cessera de fonctionner. Et donc, malheureusement, ce sera un mal pour, à mon avis, un grand bien, un très grand bien, parce que les gens se disent, mais s'il n'y a plus de système politique, comment on va faire? Mais on est tout à fait capable. On n'est pas des enfants, en fait. On n'est pas des enfants qui ont besoin d'être gérés par des grandes personnes avec des beaux costumes qui parlent très bien. Ce n'est pas du tout le cas. Et il faut revenir à une citoyenneté éclairée, basée sur la raison et la responsabilité. Et je suis comme Jacob. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, qui le comprennent, qui se réveillent et qui recommencent à devenir des êtres humains complets. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie infiniment tous les deux et rendez-vous le mois prochain. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.
Bonsoir. Bonsoir.